Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, Erdogan réélu en Turquie dès le premier tour pour un nouveau mandat aux pouvoirs élargis. Ses opposants craignent un nouveau tour de vis. Pour l'accueil des migrants, l'Europe plus divisée que jamais, Merkel et Macron en sont réduits à appeler à la coopération entre pays volontaires. Coup de filet antiterroriste dans un groupuscule d'ultra-droite, soupçonné de projeter des actions violentes contre des musulmans. 10 personnes interpellées, dont un policier à la retraite. Faut-il taxer les CDD ou du moins l'abus de contrats courts? Le gouvernement est sous la pression de sa propre majorité sur ce point. À 8h15, la ministre du Travail Muriel Pénicaud, invitée d'Europe Matin. Dans ce journal, le procès demain de l'agression antisémite de Créteil en 2014. Le jeune homme témoigne sur Europe 1. Mamoudou Gassama récompensé cette nuit en Californie. Et le dernier jour des épreuves écrites du bac. Pour les profs, ça va faire 4 millions de copies à corriger. On le disait, affaibli, usé face à une opposition revigorée. Eh bien, en apparence, on s'est trompé. L'homme qui gouverne la Turquie depuis 15 ans et qui la préside depuis près de 4 ans a été reconduit pour un nouveau mandat dès le premier tour, comme en 2014, avec plus de 50% des voix, peut-être 52 d'après des résultats partiels, contre 31 à son principal concurrent, le social-démocrate Muharrem Ince. En tout cas, Recep Tayyip Erdogan assoit encore un peu plus son pouvoir en passant d'un système parlementaire à un régime présidentiel. Et ses opposants redoutent des heures sombres. Envoyé spécial d'Europe 1 à Istanbul, Jean-Sébastien Soldaini. C'est dans le quartier natal du Reis, à Kassim Pacha, au cœur d'Istanbul, que les partisans de Recep Erdogan ont entamé leur soirée. Drapeau du parti en main, Murat est soulagé de voir qu'il a laissé les opposants loin derrière. Les Turcs savent que si Erdogan n'est pas à la tête de ce pays, tout va s'effondrer. Après Allah, il y a Erdogan. Il est le seul à pouvoir guider notre pays. C'est pour ça que grâce à la nouvelle constitution, il doit avoir tous les pouvoirs entre ses mains. C'est nous, le peuple turc, qui lui donnons tous ces pouvoirs. Au cours de la campagne, l'opposition s'est prise à rêver, à imaginer la fin de l'état d'urgence et de la répression. Mais avec ce résultat, Mine Kirikanat, une éditorialiste, n'envisage rien d'autre qu'un nouveau tour de vis. 80 prisons seront construites. Et un gouvernement qui se hausse d'avoir construit la plus grande prison de l'Europe ne va sûrement pas les laisser vides. Au mieux, nous allons passer par la case prison. Au pire, peut-être qu'on va nous tuer. Voilà, on en est là. On en est là avec ce sentiment que depuis des années, les élections se suivent pour mieux dompter le pays. Istanbul, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. À Bruxelles, pas de solution miracle après la réunion des 16 chefs d'État et de gouvernement sur la question migratoire. Isabelle Horry, faute de consensus, Paris et Berlin envisagent maintenant des solutions à quelques pays. Oui, c'est sans doute la seule nouveauté de ce mini-sommet d'hier. L'Europe admet enfin qu'elle est paralysée par ces divisions. 16 pays seulement sur 28 étaient réunis à Bruxelles, mais même là, il n'y a pas eu de texte commun ou de conférence de presse finale pour faire passer un message unique. Au contraire, la chancelière allemande a reconnu qu'il n'y aurait pas de solution globale lors du sommet européen de la fin de semaine. Entre les pays comme l'Italie qui veulent une répartition des migrants sur tout le continent et ceux comme la Hongrie qui refusent de prendre leur part, le fossé est infranchissable. Emmanuel Macron et Angela Merkel ouvrent donc la porte à des coopérations entre volontaires. Par exemple, sur le modèle de ce qui s'est passé pour l'Aquarius, le navire a accosté en Espagne, mais la France a proposé de prendre des réfugiés. Et les pays européens sont aussi encouragés à conclure des accords bilatéraux entre eux pour renvoyer les migrants qui ont déjà déposé une demande d'asile ailleurs. 2 initiatives certes, mais 2 initiatives qui claquent comme un constat d'échec pour l'Europe à 28. Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Et pendant ce temps, le plus célèbre des migrants maliens, Mamoudou Gassama, qui a sauvé un petit garçon suspendu dans le vide à Paris, était honoré à Los Angeles, récompensé par une chaîne de télé américaine qui met en avant la culture noire. Benoît Clair. Oui, c'est Jamie Foxx, l'acteur, le chanteur et le musicien qui l'accueille en personne sur le tapis rouge quelques minutes avant de pénétrer sur cette scène mythique du Staples Center où devant 18 000 spectateurs, Mamoudou Gassama va recevoir ce trophée remis pour son acte héroïque. À ses côtés, 4 autres lauréats, parmi lesquels un lycéen de Parkland qui a sauvé 5 de ses camarades lors de la dernière tuerie de masse en Floride, une fillette qui a mené la lutte pour l'égalité des droits des Noirs face à la police et 2 autres activistes dont le journaliste John King. Mamoudou Gassama, a real-life superhero who sprang into action. À l'appel de son nom par le comédien et chanteur John Legend, Mamoudou, vêtu d'une tunique or et noire, avance d'un pas, les yeux brillants d'émotion.
Il lève doucement son trophée, une étoile en cristal vers le ciel, en souriant modestement. Il ne dira pas un mot sous les applaudissements du public. Plus de 80 millions d'Américains ont regardé la cérémonie à la télévision. Celle-ci sera rediffusée mardi soir en France par la chaîne BET. De quoi faire penser à ses amis restés dans l'Hexagone que le rêve américain existe. Ce soir, ici, Mamoudou Gassama l'a rencontré. Benoît Clerc en Californie pour Europe 1. Il est 8h05. Dans la lutte antiterroriste, il n'y a pas que la menace djihadiste. Le coup de filet de ce week-end, après un premier en octobre dernier, prouve qu'il faut aussi se préoccuper de l'ultra-droite. Ainsi donc, 10 personnes ont été interpellées samedi soir à travers la France et placées en garde à vue, toutes soupçonnées d'être des membres actifs d'un groupuscule clandestin dénommé AFO, Action des Forces Opérationnelles, et de projeter des actions violentes contre des musulmans. À la tête de ce groupe, un policier à la retraite, habitant de Charente-Maritime. Les enquêteurs ont maintenant 4 jours, le temps de la garde à vue, pour déterminer si une cible précise a été arrêtée et avec quel degré de préparation. Édouard Philippe en Chine, il vient d'être reçu par le président Xi Jinping afin, a-t-il dit, de poursuivre la conversation entamée en janvier par la visite du président Macron à Pékin. La Grande-Bretagne, toujours agitée par le Brexit et ses conséquences. Samedi à Londres, une marée humaine a défilé, en tout cas des dizaines de milliers de personnes, pour réclamer un second vote sur les conditions finales du retrait. Et dans le même temps, Daniel Fortin, Airbus menace de quitter le Royaume-Uni si Londres ne parvient pas à un accord avec Bruxelles. Oui, et si cette menace est mise à exécution, ce serait tout simplement une catastrophe pour l'économie britannique. Airbus emploie 14 000 salariés au Royaume-Uni. Il y produit les ailes de ses avions dans 25 usines et surtout, il soutient de façon indirecte 100 000 emplois, ceux des 4 000 fournisseurs qui travaillent pour lui. Or, comme toutes les entreprises, le groupe veut y voir clair dans les futures relations commerciales entre Londres et l'Union européenne. Il craint notamment une absence d'accord qui aurait pour effet de contraindre la Grande-Bretagne à quitter l'Union douanière, ce qui renchérirait d'au moins 1 milliard d'euros par an ses coûts de production. Est-ce que d'autres entreprises brandissent les mêmes menaces ? Alors jamais aucune n'avait été aussi explicite qu'Airbus, mais d'autres depuis ont pris la parole, qu'il s'agisse de Siemens ou de BMW ce week-end. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise craignent qu'une Grande-Bretagne isolée devienne moins compétitive. 46% d'entre eux ont déjà indiqué avoir diminué leurs investissements. Et Theresa May va devoir faire très vite donner des gages si elle ne veut pas que l'hémorragie s'accélère. Daniel Fortin des Échos, merci. Le géant du transport maritime CMA-CGM a perdu son fondateur Jacques Saadé qui vient de mourir à 81 ans. La CMA, fondée en 1978, qui avait fusionné avec la CGM en 2006, emploie 30 000 salariés dans le monde, dont 2400 personnes seulement à Marseille. 8h09, la suite du journal, Patrick Cohen. Ce n'est pas un simple fait divers, avait déclaré le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, dans un discours à Créteil, quelques jours après les faits. Derrière ce crime, il y a un mal qui ronge la République. Nous étions en décembre 2014. 3 ans et demi plus tard, le procès des agresseurs de Laurine et de Jonathan, 19 et 21 ans à l'époque, va s'ouvrir devant les assises du Val-de-Marne. Acte antisémite pour l'accusation, cambriolage qui a mal tourné pour la défense. Jonathan témoigne ce matin, document européen de Pierre de Cossette. Moi j'arrive, je trouve la porte grande ouverte, ma copine qui a été projetée par terre. Je vois 3 hommes cagoulés, gantés, habillés de noir, qui pointent leurs armes vers moi. Et surtout tu te dis, si jamais vous criez, on vous tue. Il y a eu beaucoup de violence, des armes dans la bouche, sur le front, le viol de ma compagne. Et après, très vite, on s'est aperçu que, en plus de chercher effectivement peut-être de l'argent ou des bijoux ou autre, ils ont commencé à décrocher les cadres religieux. Ils m'ont dit, on sait que ton père porte un rond sur la tête, en faisant référence à la kippa. On sait qu'il a telle voiture, on sait que le samedi il va faire sa prière, on est au courant, et on sait que les juifs ont de l'argent. Cette phrase-là, elle a été répétée quand même plusieurs fois, ce qui prouve bien à 100% que c'est antisémite, puisque même eux reconnaissent qu'ils ont repéré l'appartement par rapport à la mezouza, qui est à la porte d'entrée sur le palier. Donc il n'y a plus aucun doute. Encore aujourd'hui, malgré que ça fasse 4 ans, ça me fait encore trembler quand j'en parle. C'est qu'en fait, une agression comme ça vous détruit, puisque en fait, ça chamboule toute votre vie. Que ça soit vous ou votre couple,
Des fois, vous avez juste envie de vous isoler. Vous avez des idées assez noires qui vous traversent l'esprit. Et ce genre de choses-là, ça disparaît pas. Jonathan, propos recueillis par Pierre de Cossette. Le procès commence demain à Créteil. Verdict attendu le 6 juillet. Dernier jour pour les épreuves écrites du bac. L'épreuve, c'est maintenant pour les professeurs qui ont jusqu'au 3 juillet pour corriger l'ensemble des copies. Jeanne Bergaoui a rencontré un prof d'histoire géo pour la première fois au contact des copies du bachot. Les matchs de foot en fond sonore. Vladimir, 31 ans, tente de se concentrer sur son tas de copies. Ce professeur d'histoire géo passe environ 15 minutes à relire et noter chaque dissertation et commentaire de texte d'élèves de Terminal S. J'essaie de faire 10 par jour. C'est pas facile toujours parce qu'au bout d'un moment on en a un petit peu marre parce que c'est à chaque fois la même chose. Vous voyez, on a 70 copies, c'est souvent la même chose. Parfois c'est pas facile aussi de déchiffrer l'écriture. Il y en a qui écrivent un petit peu en hiéroglyphe. Et c'est surtout les mauvaises copies en fait qui prennent du temps, étonnamment. Jusqu'ici, pas de mauvaises surprises. Les dates et les concepts sont plutôt maîtrisés. Et pour l'aider à évaluer la pertinence des copies, Vladimir dispose d'un corrigé type. Ça se voit assez vite, la qualité d'une copie, notamment avec l'introduction où on cerne vite le plan, la problématique, les principales idées. Là, le sujet, c'est l'Afrique, les défis du développement et de la mondialisation. Donc à première lecture, on aurait pu penser que c'était une bonne composition parce que justement, il respecte un petit peu tout ce qu'on demande en termes de méthodologie, d'accroche. Mais en fait, c'est trop confus dans l'ensemble. Un long travail de correction qui est rémunéré 5 € par évaluation. Au total, avec toutes les disciplines du bac, 4 millions de copies seront corrigées cette année par un peu plus de 174 000 enseignants. Le mondial, hier, l'Angleterre a écrasé le Panama 6-1. Japon et Sénégal ont fait match nul 2-2. La Colombie a éliminé la Pologne 3-0. Le journal du mondial à suivre avec Jérôme Lacroix à 9h-20. Le monde de l'édition déjà en ébullition parce que juin, c'est le mois stratégique pour faire connaître ses auteurs et espérer les placer en haut des piles dans les librairies pour les parutions de fin août, début septembre. Environ 500 livres sont annoncés pour cette rentrée 2018. Comment se démarquer? Enquête d'Ève Roger. Mi-juin, un joli théâtre au cœur de Paris. Sur scène, Aurélie Filippetti, fébrile, présente le roman qu'elle publie à la rentrée, une histoire d'amour sur les bancs de l'Assemblée nationale. Lui, il est de droite, il vient d'un milieu traditionnel, et elle, bien sûr, une femme de gauche. Pendant 2 heures, les auteurs faillards de la rentrée littéraire vont défiler sur scène. Dans la salle, une centaine de libraires invités. Une opération séduction désormais incontournable pour les grands éditeurs parisiens. Mais Béatrice Giroux, libraire à Giberjeune, ne se laisse pas impressionner. Ils essayent tous d'avoir des lieux fabuleux, mais si leur rentrée est mauvaise, ça ne fera pas vendre. Après, il y en a plein qui font ça directement chez eux, dans leur bureau, tout serré, mais on s'en fiche. Ils peuvent avoir de très bons romans. Les libraires, eux, voient surtout dans ces rencontres du mois de juin le moyen de faire un premier tri avant l'été. Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine. Ça permet de les sentir, c'est irremplaçable. Le colis qui arrive à la librairie avec la pile de la rentrée, c'est une chose. Mais là, on se dit ça, tout ça va donner naissance à la rentrée. Sachez que le jeu cette année est très ouvert, pas d'auteur qui écrase tout. Au-delà de l'habituel Amélie Nothomb, on parle déjà de Maëlys de Kerangal, mais surtout de Christine Angot. Ève Roger, oui, on doit dire, Muriel Pénicaud corrige, mais oui, on doit dire, paraît-il, Amélie Nothomb. Dans un instant, la ministre du Travail donc sera l'invitée d'Europe 1.